Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, l'édition en short, l'édition été. Comment vous allez? C'est une vidéo qu'on espère de presque qualité comme d'habitude. Je suis avec l'ami Ker. On va vous faire les news comme d'hab. C'est pas parce qu'on n'est pas en France ou pas toujours là qu'on voulait pas tenir le fait de vous faire les news. Du coup, Ker, comment tu vas et quelle est ta première news? Eh bien bonjour à toi mon cher Greg, bonjour à tous. Tu as le soleil, tu as la forêt. J'ai la pénombre et le mobilier Ikea de la Picardie occidentale, mais je suis particulièrement ravi de vous retrouver pour cette vidéo news. Il y a énormément de choses à dire, vous allez voir. On a plein de sujets à couvrir et pas des petits, et on va commencer par le point pognon, puisque c'était probablement l'événement box-office de l'année, le fameux week-end Barbenheimer, comme la presse US l'a appelé, la sortie simultanée de Barbie et d'Oppenheimer au cinéma. Donc Oppenheimer, hein, le nouveau Nolan. Barbie, disons-le, il y avait énormément d'interrogations. Le film intrigué, allait-il être un succès, allait-il être un flop? Pour le Nolan, un biopic de 3 heures, c'est lourd. Et en plus, alors Oppenheimer a mis de côté Mission Impossible pour récupérer toutes les salles IMAX qui avaient provoqué une polémique avec Tom Cruise. Il y a eu toute une communication absolument folle des équipes de Barbie et d'Oppenheimer pour dire allez voir les deux. On a eu Margot Robbie notamment et Greta Gerwig. J'espère que j'ai pas massacré son nom, la pauvre Greta, qui ont acheté des places pour Oppenheimer. Ils ont fait la même chose du côté d'Oppenheimer en achetant des places pour Barbie. Tom Cruise lui a acheté des places pour Mission Impossible. Non, ça je rigole. Et le truc c'est que vraiment il y avait une énorme com et énormément d'interrogations. Et le verdict c'est quoi? Eh ben c'est le plus gros week-end domestique US depuis des lustres, plus gros week-end pour un mois d'août, un mois de juillet pardon, un carton monumental pour Barbie qui signe le plus gros démarrage de l'année. On était très loin d'imaginer ce genre de truc. 162 millions de dollars récoltés ce week-end pour Barbie, mieux que Fast and Furious, très largement loin devant Fast and Furious d'ailleurs, mieux que Mission Impossible, mieux qu'Indiana Jones, mieux que Super Mario Bros qui était jusqu'à présent le leader. Barbie, c'est un carton, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais vraiment un énorme démarrage. Il lui a fallu 5 jours pour dépasser les 400 millions de dollars. Le film devrait sans problème être milliardaire, donc vraie grosse surprise. Et Oppenheimer de son côté signe 82 millions de dollars. Alors, c'est 2 fois moins que Barbie, certes, mais comme je disais, c'est un biopic de 3 heures. C'est un film de Nolan. Nolan n'est pas un champion du box-office. Alors vous allez me dire quoi? Mais Batman? Oui, hors Batman. Et ben en fait, les films de Nolan ne sont pas habitués à être des gros succès. D'ailleurs, c'est pas un hasard hein, si les films de Nolan sortent généralement en plein été, qui n'est pas la période où des gros cartons aux US. C'est plutôt à avril, c'est plutôt juin. Et là, alors vous allez me dire, ce week-end avec Barbie, Oppenheimer contredit ce que je dis. Oui, bon, il y a des exceptions. Et là, Nolan, force est de constater que ça marche très bien. Ça marche très bien, un film qui est interdit au moins de 13, voire même un peu plus, un film qui était surtout visible en IMAX, donc plus cher, et les recettes aussi augmentent forcément, et 82 millions de dollars, c'est très bien pour Nolan, gros motif de satisfaction. Il y avait une énorme crainte dans l'industrie hollywoodienne autour de ce week-end, si les deux films floppaient. Ça allait poser de gros problèmes. J'en parlerai dans une autre vidéo sur les échecs de l'année 2023 parce qu'il y en a eu beaucoup. Et il y a notamment Steven Spielberg qui a tiré la sonnette d'alarme, pas sonné la tirette d'alarme. Et ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. On va faire un point sur les autres films actuellement en salle. Mission Impossible est 4e actuellement, donc Dead Reckoning Part 1. C'est pas folichon du tout pour le film de Tom Cruise, enfin avec Tom Cruise pardon, 118 millions de dollars au box-office au total aux US. Indiana Jones, le 5, il y a la critique sur la chaîne
On vous invite à aller la voir après cette vidéo. C'est 158 millions de dollars, donc pareil, c'est un flop qu'on n'avait pas du tout vu venir. Le Pixar Elemental est un échec aussi. Spider-Man est toujours dans le coup, puisqu'il est actuellement 8e. Transformers, pareil, flop. La Petite Sirène, flop. Enfin, et encore, tout est relatif pour La Petite Sirène. Bref, il y aura plein de choses à dire dans la vidéo, des échecs. Au niveau mondial, un petit point quand même pour vous dire que pour l'instant, Super Mario Bros reste en tête avec 1,3 milliard. C'est le seul milliardaire de l'année 2023, mais comme je l'ai dit, Barbie devrait le rejoindre rapidement. Les Gardiens de la Galaxie 3 et 2e, Fast and Furious et 3e, mais ça reste très décevant pour Fast and Furious, et notamment aux États-Unis. La belle surprise, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse avec 676 millions de dollars, mais je vous invite à aller checker la vidéo news où on parle des polémiques autour de Across the Spider-Verse qui viennent un peu tacher le magnifique tableau de ce film d'animation qu'on a beaucoup aimé sur la chaîne. Il y a la critique si vous voulez. La Petite Sirène, plus de 500 millions, c'est pas mal, mais Disney en attendait beaucoup plus. Et je rappelle que Ant-Man et Quantumania est un échec avec seulement 400 millions de dollars. Et un petit mot sur la France pour vous dire que Barbie et Oppenheimer démarrent très bien. Mais pourquoi est-ce que je voulais parler de la France? Parce que dans le point pognon, on avait parlé de Miraculous, le film français, qui n'a pas eu le succès qu'on pouvait imaginer. 1 100 000 entrées pour l'instant en France. C'est peu, je trouve, par rapport à ce que Miraculous pouvait espérer avoir en salle. Il y a un énorme succès de la série animée, bien sûr, de tout ce qui est produit dérivé. Et pour l'instant, c'est pas folichon. Donc voilà, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, la ressortie, c'est pas fou. Il n'y a pas eu de déplacement massif de gens en salle pour aller voir ce film. Et si on fait un petit point sur les plus gros succès de l'année en France, Super Mario Bros est largement premier avec 7 millions d'entrées. Derrière, on a Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu avec 4,6 millions. C'est un échec. On avait dit il fallait passer les 6 millions pour que ce soit considéré comme un succès. Alibi.com 2 est à 4 millions. C'est beaucoup, je trouve, pour un film aussi mauvais. Les Gardiens de la Galaxie est à 3,4 millions, il est 4e. D'Artagnan, qui aurait dû être un grand succès, et c'était ce qu'espérait l'industrie du cinéma français, n'a attiré que 3,3 millions de Français en salle. C'est correct, mais ça aurait mérité peut-être un peu plus, surtout avec l'arrivée du deuxième en fin d'année, Milady. Le 6, on a Fast and Furious 10. Creed 3 suit derrière. Indiana Jones, ça marche pas en France non plus, seulement 2 millions. Donc voilà, et Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est pas fou non plus en France, avec 1,8 million seulement. Allez le voir ce film, allez le voir. Bon, et le Pixar 1,7 million est derrière, devant La Petite Sirène. Donc c'est élémentaire en France, Elemental en VO avec ce merveilleux accent anglais. Et marche bien en France. Contrairement aux US où c'est la cata la plus totale. Quant à Transformers Rise of the Beast, visiblement l'info n'est pas passée. Le film est sorti. Il est même sorti il y a plusieurs semaines. Donc si vous attendiez qu'il sorte pour aller le voir, c'est trop tard. 1 million seulement d'entrées pour le Transformers. C'est vraiment très faible. Notez aussi que John Wick 4 n'attire pas. John Wick n'attire pas les Français. Le 4 n'a fait qu'1 million d'entrées, alors qu'il a bien mieux marché ailleurs. Voilà pour le point pognon. Mon cher Greg, tu vas enchaîner avec la grosse news de la semaine. Ta première news, c'est parti. Et du coup, première news, la première news, c'est évidemment la grève. La grève, on vous en parlait. Je sais que ceux qui suivent sur la chaîne ont vu qu'on en a fait beaucoup de vidéos. Je regarde mon téléphone parce que ça me donne le retour, en fait. Je vois ce que vous voyez pour pas que je sois complètement pas dans le champ. Oui, donc en fait, la grève, on vous en parlait déjà depuis plusieurs vidéos dans Cult & Click. Le truc, c'est que il y a la grève des scénaristes qui arrivait il y a quelques temps, qui est toujours en cours. En gros, ça a commencé pour des raisons de sous. Ils étaient trop peu payés, ça faisait plus de 10 ans quasiment que leur salaire n'avait pas évolué, voire que la moyenne des revenus avait baissé. Et très vite, la discussion est partie sur l'IA et l'IA que les studios voulaient commencer à mettre pour mâcher un peu le travail, voire remplacer le travail des scénaristes. Et
idem, il y a à peu près un mois, on vous a dit les acteurs sont en train de rentrer en grève. Ils ont signé le premier accord. C'est aux États-Unis, les grèves, c'est compliqué de rentrer en grève, donc il faut signer plusieurs fois des accords pour dire que attention, on va rentrer en grève, la grève va commencer, la grève est ratifiée. Et du coup, on vous avait prévenu il y a un mois que la grève allait sans doute arriver. Bah là, c'est le cas. Il y a la grève des acteurs, c'est le gros sujet. Alors cette grève des acteurs, c'est un peu les mêmes raisons. Il y a des raisons de salaire, mais très vite sont apparues des raisons sur l'IA. Alors, avec R, on s'est dit qu'on allait vous faire une vidéo spéciale sur cette grève et l'IA qui est en train de se poser, parce que c'est un sujet qui est énorme et la vidéo news ne suffirait pas. Mais en gros, juste pour que vous ayez une idée, les studios sont en train de dire à des acteurs, on va vous payer une journée de travail, on va scanner votre image et après on aura les droits pour toujours et on l'utilisera derrière. Donc là, par exemple, on pourrait mettre à volonté 150 acteurs derrière qui disent « c'est trop bien ce qui se passe dans le film » et ça aurait coûté une fois, un jour des droits. Donc évidemment, ça ferait que du soir au lendemain, les acteurs qui sont des acteurs, pas de second rôle là en l'occurrence, mais les acteurs qu'on appelle les extras, et puis après, sans doute, ce seraient les acteurs de second rôle qui seraient touchés par ça. Donc évidemment, là, on parle du gros des acteurs, on parle pas des 1%, on parle pas de Johnny Depp, est-ce qu'il va être remplacé ou pas, dans cette partie-là. Justement, dans la vidéo spécifique, on vous parlera du remplacement de Johnny Depp. Mais le truc, c'est que, évidemment, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, mais évidemment, en fait, que le gros des acteurs, donc le gros des personnes qui ratifient cette grève, eux refusent, parce que ça veut dire que s'ils acceptent aujourd'hui, dans moins de 5 ans, ils sont tous au chômage, et évidemment qu'ils n'ont pas envie de ça. Donc, première étape de cette grève, c'était l'argent. Là, c'est vraiment l'IA. L'IA est devenue le sujet principal de cette grève. Elle est en cours, et alors là, autant les scénaristes, les studios nous ont dit « Non, mais en fait, on a pas mal de scénarios déjà bookés, donc on va pouvoir avancer sur les tournages ». Ce qui déjà paraît étrange, parce que les scénaristes ne sont pas que là pour écrire avant, ils sont aussi là pour écrire pendant les tournages. Il y a une modification du scénario, il y a une idée d'un acteur. Le scénario est un objet mouvant encore jusqu'au montage. Et donc il y a besoin de scénaristes. Il n'y a que Amazon qui nous a surpris en disant nous en fait les scénaristes on s'en fout. On avance, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Et là il n'y a pas d'acteurs. Donc pas d'acteurs, pas de tournage. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide. D'ici 3 mois, 6 mois, suivant à quel point en étaient les productions, il va y avoir un arrêt massif de toutes les productions aux États-Unis. Netflix s'est vanté d'avoir du coup des pieds dans plein d'autres pays. On sait que Netflix, par exemple, produit en France, produit beaucoup en Corée du Sud. Et du coup, auront du contenu, mais le contenu du territoire américain et territoire nord-américain d'une manière générale, à mon avis, va être touché de manière très majeure. Et Car va vous parler un petit peu des sujets, des films qui vont s'arrêter là tout de suite. Eh ben merci mon cher Greg pour cette présentation de la grève des acteurs. Plein de choses à rajouter dessus parce que c'est vraiment la grosse news qui est en train d'ébranler le tout Tollywood. Alors premier truc à dire, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices célèbres qui sont dans les piquets de grève. On a bien évidemment Bryan Cranston qui a notamment chargé Bob Iger et Disney. On a Brendan Fraser, Jessica Chastain, j'en parlerai après, Steve Buscemi, Chloé Moretz. Enfin, il y a vraiment énormément d'acteurs qui sont solidaires de cette grève, des acteurs importants. Et pourquoi est-ce que je parle d'acteurs importants? Parce qu'en fait, quand il y a eu l'annonce de la grève des acteurs, il y a une chose qui est sortie auprès du grand public, c'est une certaine incompréhension, se disant mais pourquoi est-ce que Tom Cruise, pourquoi est-ce que Will Smith, pourquoi est-ce que Jennifer Lawrence vont faire grève alors qu'ils gagnent des millions? Eh ben c'est la réalité, c'est pas ça. Il y a notamment Dustin Milligan, qui est un acteur donc de Schitt's Creek et de la série Fubar qu'on a vu récemment sur Netflix, très mauvaise série Fubar, pardon, je corrige, et a dit lui que cette grève ne concernait pas les 1% des acteurs qui obtiennent des offres incroyables pour des franchises, mais de tous ceux qui gagnent beaucoup moins et qui ont des difficultés à gagner leur vie avec leur métier d'acteur. Donc voilà, il y a Jessica Chastain par exemple qui fait grève, qui a dit que 87% du syndicat donc SAG-AFTRA gagnait moins de 26 000 $ par an et qui ne bénéficiait pas en plus d'assurance maladie. Donc elle a dit que c'était la responsabilité des acteurs qui gagnaient le plus d'être à leur côté, d'où le fait qu'Hollywood est complètement bloqué. Alors comme tu l'as dit Greg, il y a énormément
problèmes hein, dans cette grève, outre le fait de demander des meilleurs salaires. Il y a aussi la volonté d'avoir une position claire sur l'IA, et ça on en reparlera. Il y a aussi les créateurs et les scénaristes de la série Abbott's Elementary qui ont expliqué qu'il y avait aussi des écarts de salaire énormes quand on n'est pas un homme blanc. Voilà. Donc les femmes et les personnes issues de minorités gagnent moins, notamment sur l'écriture et aussi sur leurs prestations d'acteurs et d'actrices. Donc plein de motifs de grève. Sachez que Dwayne Johnson, The Rock, lui, bon, il n'est pas allé manifester, mais par contre il a fait un truc qui a fait beaucoup parler, c'est un don record à une caisse de grève des acteurs. Apparemment c'est du jamais vu, le chiffre est pas sorti, mais voilà. Alors il y a un autre élément, et tu en parleras après, mon cher Greg, c'est au niveau des royalties. C'est l'actrice Kimiko Glenn, donc qui par exemple on a parlé sur son TikTok, elle montre combien elle gagne en royalties sur sa participation à Orange is the New Black. Elle a joué dans 44 épisodes de la série. Alors le gros problème de l'intervention de Kimiko Glenn, c'est qu'elle ne dit pas sur combien de temps, en tout cas moi je l'ai pas vu, sur combien de temps elle gagne cette somme, mais elle gagne 27 $ de royalties, et ça a fait beaucoup réagir l'intervention de Kimiko Glenn, parce que il y a notamment plusieurs scènes où elle est dénudée dans la série, et elle dit c'est incroyable, je ne gagne rien sur mon talent d'acteur et d'actrice, et il y a eu d'autres actrices qui disent mais oui, c'est aussi incroyable, elle ne gagne rien sur sa présence à l'écran dénudée, donc son corps et son talent ne lui rapporte rien sur la durée, ce qui en effet peut vraiment poser problème et est au cœur donc de tout cet énorme marasme qu'est la grève des acteurs et des scénaristes. On rappelle qu'ils sont opposés au syndicat des producteurs de studios, et j'en reparlerai après dans cette longue série de news sur la grève, parce que ce syndicat des producteurs intervient. Alors concrètement, ça a donné quoi cette annonce de la grève? Quand la grève est tombée, il y avait une avant-première d'Oppenheimer, et pour marquer le coup, Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh et Florence Pugh et Matt Damon ont complètement quitté l'avant-première. Ils étaient en train de monter les marches, ils se sont barrés. Et en fait, c'est Christopher Nolan qui a terminé l'avant-première alors je crois que c'était à Londres, d'Oppenheimer, donc voilà. Autre truc cocasse, l'avant-première de La Maison Hantée, Haunted Mansion de Disney, et ben il y avait aucun acteur. Donc en fait, ils sont allés chercher les mascottes Disney de Disneyland pour monter les marches. Cocasse. Autre truc concret, le Comic-Con qui a eu lieu sans acteurs, parce qu'en fait, concrètement, la grève et le syndicat, donc SAG-AFTRA, qui a énormément donc, de syndiqués, littéralement il n'y a plus de tournage, plus de promo, plus d'intervention dans les festivals et plus d'intervention dans les conventions. Donc du coup le Comic-Con s'est retrouvé un peu bête. Il y a eu plein de panels qui ont été annulés, notamment celui sur Dune, qui était très attendu. J'en reparlerai de Dune parce qu'il y a une autre raison derrière ça. Et puis donc le Comic-Con, c'était vraiment le Comic-Con du pauvre cette année, puisqu'en plus il avait été déserté par Disney, DC et compagnie. Donc ça n'a pas été la fête, mais j'en reparlerai un peu plus tard parce qu'il y a quand même eu des annonces. Il y a un cas particulier avec les acteurs anglais qu'il faut évoquer, et les studios jouent beaucoup dessus. Les Anglais, le droit de grève est encore... Greg disait que c'était long de mettre en place une grève aux US, c'est encore pire en Angleterre, et donc actuellement les acteurs anglais, alors les plus gros sont solidaires et décident d'eux-mêmes de faire grève, mais globalement, et on les embête pas trop, globalement les petits eux ne peuvent rien, et on se retrouve avec des tournages où en fait les scènes avec uniquement des acteurs anglais sont tournées, et ensuite on met le tournage en pause pour attendre le retour des acteurs américains. Donc voilà, mais globalement il y a eu un paquet de tournages qui sont complètement arrêtés. Gladiator 2, on ne sait pas quand ça va reprendre. Deadpool 3, on ne sait pas non plus quand ça va reprendre, et on en reparlera dans une autre vidéo de Deadpool 3, parce que ça a l'air d'être vraiment le film what the fuck le plus possible. Rappelons que Jennifer Garner reprendra son rôle d'Electra, et que Ben Affleck a été vu sur le tournage du film
apparemment, il reprendrait son rôle de Daredevil. Autre film arrêté, c'est la seconde partie du dernier Mission Impossible, donc Dead Reckoning, la part 2 qui est stoppée. Mortal Kombat 2 est stoppé également. Le tournage, Beetlejuice 2 aussi, Dirty Dancing 2 également, Venom 3 pareil. Vous allez me dire, mais la liste fait peur, ce ne sont que des suites. C'est peut-être une bonne chose que ça s'arrête finalement. Oui, parce qu'en plus, il y a un truc qui est intéressant à noter, c'est que la SAG-AFTRA a autorisé en fait 39 productions à reprendre son tournage, donc que ce soit des films ou des séries, 39 productions indépendantes. Avec un élément en lien avec ces 39 productions, c'est que les acteurs, et notamment certains acteurs très connus, ont affiché leur soutien à la grève. Donc comme c'est de l'indé et que le financement du film avec une pause pourrait ne jamais reprendre, eh ben ils ont décidé de les autoriser à continuer. Les tournages arrêtés aussi, ça concerne les séries, il y en a beaucoup. La dernière saison de Stranger Things est arrêtée, et ça vous allez voir, il y a plein de mauvaises nouvelles. Si vraiment on se place qu'en tant que fan de films et de séries, la grève, bon, c'est pas cool. Bien évidemment, si on creuse un peu, soutien total. Et on attendra. Stranger Things, arrêté. The Last of Us, saison 2, arrêté. Fondation, saison 3, arrêté. Silo, saison 2, arrêté. Il n'y a qu'une série qui, pour l'instant, a le tournage un peu chelou, mais continue. C'est House of the Dragon. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'acteurs anglais. Donc voilà, mais puisqu'on parle de GOT, sachez que tous les projets Game of Thrones, c'est Greg Martin qui en a parlé, tous les projets GOT sont pour l'instant en stand-by, exception faite d'House of the Dragon. Toutes les séries, vous savez, les fameux spin-offs qui ont été annoncés à l'appel, eh ben c'est arrêté depuis un moment, depuis le début de la grève des scénaristes. Toutes les writers' rooms autour des projets GOT sont fermés, et Greg Martin a même dit que son contrat avec HBO avait été suspendu depuis le 1er juin. Donc il y a grosse inquiétude de son côté. Il a dit que du coup il reprenait l'écriture du bouquin. Donc là encore, peut-être que c'est quand même une bonne chose, puisque si ça nous permet d'avoir le prochain bouquin du Trône de Fer, ça serait cool. Rappelons quand même que la saga n'est toujours pas terminée en bouquin, et que y a quand même de plus en plus de raisons de s'inquiéter qu'on n'ait jamais la fin, en tout cas la fin écrite par Martin. De Game of Thrones. En tout cas, bon, on touche du bois, faut pas que ça arrive, ce truc. Outre les tournages arrêtés, il y a quelque chose qui est apparu ces derniers jours. Alors ça a peut-être été même officialisé au moment où vous regardez cette vidéo. C'est le report de films. Alors, je vais vous dire un peu lesquels pour l'instant. Il n'y a rien d'officiel. C'est des très très grosses rumeurs. Comme lors du Covid avec la sortie des films exclusivement en VOD, c'est la Warner qui teste en premier, et la Warner envisage de repousser la sortie de Dune Part 2 qui devait sortir en fin d'année à 2024, et ça serait probablement juin 2024, donc gros report. Pareil pour Aquaman 2, qui est probablement le film qui a été le plus repoussé de l'histoire, puisque là, avec l'accumulation de reports, on va avoir 2, 3, 4 décennies de reports pour le film Aquaman 2, qui accessoirement, lors des projections de test, donc projections de test, c'est vraiment des gens qui sont neutres et qui sont là pour donner leur avis très clair sur le film, pour permettre à la Warner d'améliorer le film, ou à un autre studio, mais là en l'occurrence c'est la Warner. Les gens qui sont sortis des projections de test, on l'avait déjà dit dans une vidéo news, ont dit que c'était le pire film d'ici ever. Donc il y a du boulot sur Aquaman 2, ça va repartir en tournage, il va y avoir un nouveau montage, etc. Et il y a un report qui est envisagé à cause donc de la grève. Autre film qui pourrait être repoussé, c'est le très gros Disney de fin d'année qui s'appelle Wish, donc c'est un film d'animation. Et un autre film Disney, mais plus particulier, avec Emma Stone, qui a l'air très chelou, qui s'appelle Poor Things. Alors, le pourquoi de est-ce que la grève va faire qu'il va y avoir beaucoup moins de sorties, notamment en fin d'année, c'est des questions de promo. Par exemple, sur Dune, si Denis Villeneuve est tout seul à faire la promo, alors qu'il a un casting de maboule qu'il ne peut pas utiliser parce qu'ils sont tous en grève, et forcément, en termes de couverture médiatique, ça va poser problème à la Warner, et le film risque de sortir en faisant moins de bruit. Et puis, un autre élément, c'est la pression. La pression de quoi ? Du fameux syndicat des producteurs qui, en fait,
aimerait faire pression sur les multiplex en disant voilà, il faut parler au syndicat SAG-AFTRA et au syndicat des scénaristes pour qu'ils arrêtent leur grève parce que ça va nuire globalement à l'industrie du cinéma. Donc on repousse les films, comme ça met un gros coup de pression. Je suis pas sûr du tout que ça va fonctionner parce que les enjeux sont énormes. Mais voilà, rappelons juste quand même, et c'est marrant parce que toute la presse US le souligne, c'est vraiment les studios qui actuellement bloquent. Ils ne veulent pas payer mieux les acteurs, ils veulent pas faire de compromis sur l'IA, etc. Actuellement. Donc voilà. Notez aussi qu'il y a une pression tacite faite sur les scénaristes. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos depuis la grève des scénaristes. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que Craig Mazin, donc le créateur de The Last of Us, a dit que l'épisode 1, donc il avait dit il y a plusieurs semaines que l'épisode 1 de la saison 2 avait déjà été écrit, et là il a précisé, un peu en mode panique, je vous tiens à vous dire que l'épisode 1 avait été écrit avant la grève. Donc on sent quand même que sur les scénaristes qui font pas grève, il y a forcément une pression. Et sur les showrunners, il y a aussi une pression, on en avait déjà parlé, ce qui est tout à fait compréhensif. Donc voilà. Autre truc, c'est que Christopher Nolan a annoncé qu'il ne travaillera sur son prochain film qu'après ses problèmes de grève réglés. Donc lui, il va pas du tout bosser sur son projet. Alors ça tombe, il s'était promis des vacances après Oppenheimer, et puis il le dit comme ça, c'est bonne presse, et c'est tout. Et dernier petit truc sur la grève que je voulais vous dire, avant de laisser la parole à l'ami Greg, c'est que cette grève ne concerne pas les acteurs qui bossent dans le jeu vidéo. Alors vous allez me dire, oui d'accord, en quoi c'est intéressant? Par exemple, sur Death Stranding, il y a des acteurs comme les Seydoux, comme Norman Reedus, et ils peuvent continuer de travailler sur les jeux, et ils peuvent même en faire la promotion. Donc peut-être un moyen pour les acteurs qui sont en grève d'aller quand même gagner un peu de sous, et de se lancer dans le jeu vidéo et de donner leur apparence à des personnages de jeu. Voilà, mon cher Greg, à toi, de quoi vas-tu nous parler? Merci Kerr. Alors pour ceux qui le reconnaissent, ils peuvent voir que ici, là, il y a un petit Tori, et qui dit Tori dit évidemment que je suis au Japon, pour ceux qui se posent la question. Bref, revenons maintenant aux news. Les news, c'est Disney Plus a retiré beaucoup de contenu il y a peu de temps. Il y a des moustiques de ouf autour de moi. Et du coup, donc, a retiré beaucoup de contenu il y a peu de temps, et on vous expliquait le pourquoi du comment, le fait qu'ils avaient des taxes à payer qui ne paieraient plus s'ils retiraient du contenu. Et dans les raisons évoquées, il y avait notamment celle que s'ils retiraient du contenu, ils n'avaient plus à payer certains des ayants droit. Donc par exemple, quand ils ont les droits d'un film, mais aussi les acteurs peuvent être considérés comme des ayants droit. Parfois, certains ont dans leur contrat le fait qu'ils sont payés. Je vais donner des sommes au hasard, $1 million, et peut-être derrière ils vont avoir 50 000, 100 000 pour chaque mois ça va être diffusé, ou chaque année où ça va être diffusé sur Disney+. En fait, à l'heure actuelle en termes de droits, il n'y a pas de différence entre une diffusion sur Disney+, et une diffusion sur une chaîne de télé. Donc les acteurs qui ont des contrats qui disent qu'à chaque fois qu'ils sont diffusés à la télé américaine, ils sont payés. Du coup, à chaque fois qu'ils sont diffusés sur Disney+, pendant tout le mois, ils doivent être payés pour le mois où ça a été diffusé. Et en fait, le fait d'avoir retiré comme ça les films, les séries, les documentaires font que Disney fait une grosse économie. Mais cette grosse économie, donc, elle est au détriment de ces acteurs qui, eux, c'était dans leur deal. Si vous êtes payé 50% par exemple de votre temps de travail et 50% par les affaires que vous apportez en tant que commercial, si on vous donne pas les autres 50%, vous allez faire la tête. Et là c'est pareil, du coup les acteurs, dans une des raisons de la grève, mais des acteurs tout simplement, sans même parler de la grève, se plaignent de ça, parce que du coup ils disent que Disney, sans même qu'ils soient prévenus, Disney coupe les revenus et coupe le contrat qui était donné, et donc ils s'en plaignent, et certains vont sans doute s'armer juridiquement. On peut se rappeler que c'est déjà arrivé pendant la pandémie. Scarlett Johansson a fait un procès à Disney qu'elle a gagné, enfin elle a gagné les accords, et Disney est revenu en arrière et l'a payé, parce que Scarlett Johansson avait accepté un contrat où elle gagnait moins que ce qu'elle aurait pu, mais elle touchait à chaque fois sur les revenus au cinéma. Je parle du film La Veuve Noire.
Et du coup, Disney avait décidé tout seul dans son coin, parce que pandémie, de couper le film, de le retirer des salles. Et du coup, Scarlett Johansson a dit, bah en fait, vous me coupez mes revenus, donc donnez-moi plus. Et ça avait généré, donc une des Avengers était en procès contre Disney. Et là, c'est pareil, mais avec une myriade de plein d'autres plus petits acteurs. Mais ça n'empêche pas que le problème est là. Alors je rebondis mon cher Greg sur cette news sur Disney pour vous parler du film Le Cratère qui est sorti il y a pas longtemps sur Disney puisqu'il est sorti le 12 mai avec McKenna Grace notamment, film qui avait fait quand même assez parler et qui a déjà été supprimé de Disney+. Donc bon, ok, le film n'a pas marché sur Disney+, mais il est déjà supprimé. Donc pour vous dire vraiment que sur Disney+, alors il y a, comme on le disait, il y a une vidéo entièrement sur le sujet sur la chaîne, plus là ce que tu as rajouté mon cher Greg, mais la suppression du Cratère, ça a surpris tout le monde et c'est assez vénère du côté de chez Disney. Moi je vais enchaîner avec d'autres news pour vous parler, faire un petit rappel qu'il y a un accord entre Netflix et HBO pour la diffusion de séries HBO sur Netflix. Ça concerne des séries diverses et variées, hein. Par exemple, il y a Six Feet Under qui arrive sur Netflix aux US. Ça concerne pas la France puisqu'il y a le pass Warner, rappelons-le. Mais c'est une tendance qui est de plus en plus forte, hein. On a du côté de chez Disney, on supprime carrément du contenu pour un temps donné, histoire de payer moins d'impôts et de taxes. Mais il y a aussi du côté des plateformes la volonté de vendre les droits sur de plusieurs années à d'autres plateforme, et un exemple, Westworld n'est plus disponible sur la plateforme HBO, donc aux US, qui s'appelle Max. Alors c'est assez étonnant. En fait, les droits ont été vendus à une autre plateforme qui s'appelle Roku Channel, que je ne connaissais pas. Donc ça explique aussi, il y a d'autres exemples. Universal a vendu Jurassic Park. On a eu, lors de la sortie de HBO Max, on a eu Harry Potter qui est parti aussi sur Netflix. Enfin, ça arrive, et à mon avis, on va le voir de plus en plus souvent, et c'est du business aussi. Là, pour le coup, je ne trouve pas que ce soit un élément défaillant du marché des plateformes. C'est plutôt quelque chose qui existait avant et qui continue. Rappelons quand même qu'il y a eu des sommes absolument dingues autour de Friends, autour de Big Bang Theory, autour de The Office, la vente des droits à des plateformes comme Netflix. À Friends, je crois que le montant était de 500 millions de dollars quand même, donc c'est absolument colossal pour céder les droits pendant quelques années, les droits de diffusion. Autre news, James Cameron, il y avait plein de rumeurs sur le fait qu'il allait faire un film autour donc de l'accident de l'Ocean's Gate, là, le Titan qui a implosé pas loin du Titanic. James Cameron a dit que c'était pas vrai du tout, que de toute façon il n'a pas le temps, hein. James Cameron il est pris pour au moins les 50 années à venir avec les 3 prochains Avatars. Donc James Cameron a dit que tout ceci était faux. Je reviens sur Craig Mazin, le créateur de The Last of Us, puisqu'il a confirmé ce qui avait déjà un peu fuité, que la saison 2 de The Last of Us, la série, ne couvrirait pas l'entièreté de The Last of Us 2, le jeu, mais plutôt que le jeu The Last of Us 2 serait divisé en deux saisons de la série de HBO. Il a dit, donc voilà, il a dit la seule chose qui ferait qu'il n'y ait pas The Last of Us 2 sur 2 saisons, c'est que la série soit annulée parce qu'elle ne marche pas. Comme la première saison a très bien fonctionné, on peut imaginer que la suite va avoir aussi du succès, justifiant une saison 3. Donc The Last of Us Part 2 sera donc divisé en 2 saisons. À toi, mon cher Greg. Merci Kerr pour cette précision. On change complètement d'ambiance. On part du côté de Witcher, donc du côté de Netflix, et le démarrage de la série Netflix, de la série Witcher saison 3 sur Netflix, c'est la méga cata. La cata, aux États-Unis, la plateforme de statistiques Samba dit que sur le territoire américain, ils auraient 30% d'audience en moins. Sur le marché français, ils se font éclater par des séries bien moins produites, ou en tout cas qui ont coûté beaucoup moins cher à faire. Donc c'est un peu la crise du côté Witcher 3, saison 3. La question c'est, est-ce que, évidemment, les fautes peuvent être mises sur le fait qu'il y a un effet Cavill part, même s'il n'a pas dit je pars parce que la série elle est pourrie. On est d'accord que quand on lit entre les lignes, c'est un peu l'impression qu'on a, mais il ne l'a pas dit. Et à côté de ça, il y a aussi Blood Origin qui n'a pas plu à un grand nombre de personnes.
qui fait que ça fait 2 fois des hésitations, en tout cas des déceptions, et cette série qui était censée être la Game of Thrones, je mets des gros guillemets parce que tout le monde veut faire des Game of Thrones, de Netflix, là c'est viandage total à la saison 3, et du coup, Kerr l'avait dit dans une précédente vidéo, mais il était aussi en discussion que du coup la série s'arrête à la saison 3 puisque Cavill partait, et les showrunners ont dit non, moi c'est sûr que je continue, je vais prendre le frère Hemsworth, Liam Hemsworth si je ne me trompe pas dans son nom, pour du coup faire, c'est bien ça, pour faire du coup la saison 4. Et quand on voit les interviews qui sont données par la showrunneuse, c'est complètement lunaire. Elle est en train de dire que, en fait, elle est très contente parce que la série va parler aux fans de la série et qu'elle se crée son propre fandom qui est différent des jeux vidéo ou du bouquin. Que il y a des éléments qui vont être des points qui vont rappeler d'autres moments qui sont uniquement des inventions de la série. Mais elle a rien compris en fait. C'est Witcher les bouquins, Witcher les jeux vidéo, et parfois les deux, dont les gens sont fans. Et elle fait son délire de son côté, elle massacre, mais c'est un massacre de l'œuvre. Je comprends que Cavill, si c'est pour ça qu'il est parti, je comprends pourquoi il est parti. Mais du coup, là, c'est quelqu'un qui est en train de faire énormément de mal à une licence que beaucoup de gens aiment. Et du coup, je comprends évidemment que beaucoup de gens n'aient plus envie de regarder cette série. Moi, vraiment, je sais pas si j'ai envie de continuer. Alors, il y a toujours la question il y a la chaîne qui est très curieux aussi de regarder la suite. Mais le truc, c'est que à quel moment on a envie de pas se faire du mal en tant que fan des bouquins, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de dire, la série se scrooge et je pense que c'est raison. Toi, Kerr, qu'est-ce que t'en penses ? Tu disais que j'étais intéressé par la suite de The Witcher. Mon cher Greg, tu as raison, j'ai regardé la fin de la saison 3. Mais je t'avoue que la première partie m'a quand même globalement énormément déçu et que on en a parlé dans la vidéo sur The Witcher, mais c'est un peu facile de dire j'ai mal à mon Witcher, mais je reconnais pas du tout ce que j'ai énormément aimé dans les bouquins ou les jeux. Dans cette série Netflix que je regarde comme un truc qui n'a rien à voir finalement. Donc bon, on verra à la fin de 2 saisons, on pourra avoir peut-être une bonne surprise. En tout cas, avec le changement d'acteur, moi je crains le pire. Moi je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler de Barbie, on en a parlé dans la partie box-office, on va en parler là, puisque le succès de Barbie est absolument colossal. Du coup, bien évidemment, comme Hollywood n'apprend jamais de ses erreurs, Mattel a sauté, n'a attendu que quelques heures, quelques jours, après les premiers résultats, pour sauter sur l'occasion d'annoncer 14 films. Dérivés de ces jeux. Voilà. Donc on fait les choses vraiment sans s'emballer, sans vraiment chercher l'overdose du public. Il y a un film qui fonctionne, on en annonce 14 autres. Voilà. Ça c'est bien. C'est une recette qui a toujours marché à Hollywood et je suis particulièrement ironique. Donc qu'est-ce qu'il y a comme film ? On a Polly Pocket avec Lily Collins qui est déjà annoncé. On a un film Uno. Ah oui, ça va être génial un film Uno. Alors, contre Uno pendant tout le film. Contre Uno. Super. On aura peut-être enfin les vraies règles du Uno, puisqu'il y a, vous le savez, depuis plusieurs générations maintenant, des conflits, pour savoir si on peut mettre un +4 sur un +2, etc. Est-ce qu'on peut mettre un +2, est-ce qu'on peut couper, etc. Moi j'adore quand on peut couper et mettre des +4 sur les +2, mais ça n'est que mon avis. Il y a un film avec Tom Hanks sur Major Madsen. On a un film Hot Wheels également prévu. Il y aura probablement des spin-offs de Barbie, en veux-tu, en voilà. Il y a un truc quand même qui est rassurant, c'est que Greta Gerwig est pas du tout sur le même discours que Mattel, puisqu'elle a dit que pour l'instant une suite de Barbie 2 avec le casting, donc en l'occurrence Margot Robbie, Ryan Gosling, etc., n'était pas prévue. Donc on va voir. Autre news, donc là c'est de la rumeur. Le MCU aurait décidé des 3 leaders des Avengers dans Kang Dynasty.
Il s'agirait de Sam Wilson, donc du nouveau Captain America, donc ça c'est cohérent, Shang-Chi et Shuri, Shuri, donc nouvelle Black Panther. Quid des personnages qui sont là, qui sont encore là et qui sont là depuis le début, je pense à Hulk et à Thor. Et alors le truc c'est que ça me paraît léger et ça m'inquiète un peu parce que alors, moi je suis pas dans la comptabilité du MCU donc mon inquiétude est toute relative, mais le MCU a quand même enchaîné des résultats plutôt moyens depuis Endgame. Spider-Man le dernier est un peu à part parce qu'il est lié à Sony aussi, et on a un MCU qui ne respire pas le succès, ne respire plus un lien très fort avec le public. On sent un détachement, on en a déjà parlé, il y a un désintérêt pour les séries. Secret Invasion est passé un peu inaperçu, et pourtant c'était la grosse série. Ils ont eu énormément de mal, ils ont ramé comme pas possible pour essayer de créer une hype autour de la série, malgré Samuel L. Jackson, malgré Emilia Clarke, etc. Et là, ils nous annoncent que pour le prochain, enfin ils nous annoncent pas, mais ils envisagent apparemment pour le prochain Avengers de vraiment faire que 3 personnages qui sont pas des personnages de premier ordre soient les leaders des Avengers. Moi j'ai peur qu'ils aient du mal à attirer autant de monde en salle que avait réussi à le faire Iron Man, Captain America, etc. etc. Donc on verra. Alors bien évidemment dans Kang Dynasty on devrait voir Spider-Man, on devrait voir bien sûr Thor, peut-être les Thunderbolts, on devrait voir aussi les 4 Fantastiques, etc. Ok, donc il y aura des arguments pour aller voir le film. Est-ce que maintenant d'un point de vue si on se place MCU, est-ce que Sam Wilson, Shuri, Shang-Chi, leader, c'est cohérent. On a d'un côté Sam Wilson qui a eu le bouclier par Captain America, qui aura eu son film avant. Donc Sam Wilson, leader des Avengers, oui, bien sûr. Shuri, elle est très jeune. C'est la nouvelle Black Panther, certes. Est-ce qu'elle serait leader pour les autres Avengers ? Je suis un peu étonné. Et Shang-Chi, je le suis encore plus. On l'a vu que dans un film, on le reverra, mais je suis quand même très très perplexe. Alors si je dis pas de bêtises, Kang Dynasty est réalisé par le réalisateur de Shang-Chi, donc peut-être que c'est la raison. Mais je suis quand même vraiment perplexe. Pour moi, les leaders naturels des Avengers sur un Kang Dynasty, c'est Captain Marvel, c'est Hulk, le nouveau Captain America, ok, mais pas Shang-Chi, pas Shuri. Donc voilà. Bon, enfin, on verra ce que ça va donner de ce Kang Dynasty qui, je vous le rappelle, a changé de scénariste. À toi, mon cher Greg, tu vas nous parler d'ici. Du coup, news suivante, c'est Blue Beetle. Alors, est-ce que James Gunn se moque de nous? Est-ce que c'est un problème de communication? Je ne sais pas. Mais Blue Beetle, la communication, c'est la cata. Tout le monde se fiche de ce film. Blue Beetle est un personnage que j'aime beaucoup et je suis même pas curieux d'aller voir le film. Peut-être que j'irai quand je retournerai en France parce que ça a un impact sur le reste de l'univers d'ici. Mais dans des interviews, James Gunn avait clairement dit que le film serait accroché au nouvel univers d'ici. Là maintenant, ils disent que en fait, ce n'est pas le premier film de l'univers d'ici, ce sera le prochain Superman. Mais en même temps, il nous dit que les personnages qui sont dans ce Blue Beetle seront intégrés dans la suite. Donc autant vous dire que c'est un bordel sans nom. Donc on a, en récapitule, Shazam où l'acteur principal nous dit c'est un gros carton. Ils font revenir Henry Cavill. Ils le tègent. On a ensuite Blue Beetle qui arrive. Blue Beetle, le film a l'air d'être de se vautrer. On nous dit non mais en fait c'est pas le vrai démarrage, c'est après. Et quand on nous dit après, est-ce que du coup on a fait une grande cassure, on repart de zéro? La réponse est non. Parce que du coup Blue Beetle, ils vont récupérer des personnages. Donc là, définitivement, DC est dans la mélasse, mais la question c'est comment ils vont s'en sortir. Parce que si ils nous continuent à nous donner des films qui sont des bouts de « attendez, c'est pas vraiment le démarrage, mais peut-être qu'il y aura un démarrage »,
déjà, je pense que le très grand public, du coup, ne va plus rien avoir à faire de DC, et va surtout avoir peur d'être perdu en allant voir un film, même si c'est un film qui était un stand-alone, un film qui était à part. Et du coup, il faudrait être plus clair. Et surtout, il faudrait que les films soient de qualité. Pour les derniers films qui sont sortis, les questions se posent vraiment sur les capacités à DC à faire des bons films. Warner est une très grosse boîte de production qui sait nous faire des très beaux trucs. C'est définitivement, il faut que la qualité revienne, il faut que la clarté revienne, et là, c'est pas le cas. Kerr, tu nous as préparé une petite news en nous disant un petit peu quels étaient les futurs caméos dans ce Superman. Bah oui, mon cher Greg, Superman Legacy a eu des annonces. Alors, il y a des caméos, certes, mais il y a aussi les deux acteurs principaux hein, qui ont été annoncés. On n'en a pas encore parlé sur la chaîne, on attend d'être ensemble pour pouvoir donner notre avis et en débattre un petit peu. Mais avant ça, je vais quand même vous dire qui a été choisi. Du côté de Superman, donc Clark Kent, c'est l'acteur David Corenswet, qui faisait partie des favoris, qui a eu le rôle. C'est un acteur qu'on a vu dans la série Netflix The Politician, qu'on verra bientôt dans la suite de Twister, et qu'on a vu aussi dans le film Pearl, donc qui fait partie de la trilogie autour de Mia Goth, avec X, Pearl et Maxine. Je vous encourage d'ailleurs à regarder X et Pearl, très, très bien, et Corenswet est très bien dans le deuxième. Et donc c'est lui qui va jouer Superman. Et pour Lois Lane, c'est une actrice qui n'a plus rien à prouver, extrêmement talentueuse, Rachel Brosnahan, primée pour la série Mrs. Maisel, et que moi j'avais trouvé et découvert et trouvé excellente dans House of Cards. Donc voilà, donc Brosnahan en Lois Lane et Corenswet en Superman, on en parlera plus tard. Mais un truc intéressant, c'est que James Gunn a également officialisé la présence à l'écran, donc de Green Lantern, qui va être interprété par Nathan Fillion, j'en parlerai après. Lequel de Green Lantern, parce qu'il y en a plein de Green Lantern, et ben le plus vénère, Guy Gardner. Donc voilà, alors il faut savoir que Nathan Fillion, c'est un ami de James Gunn, qu'il est dans tous ses films. Il a d'ailleurs joué dans Suicide Squad un autre personnage. Donc c'est marrant parce que comme le Suicide Squad de Gunn est lié à l'univers créé par Gunn chez DC, Nathan Fillion va donc jouer deux personnages, ce qui pourrait sous-entendre qu'en fait il y a, avec ce qui s'est passé dans The Flash, eu des changements aussi, suivez-moi, d'acteurs, d'actrices sur Suicide Squad. Donc Nathan Fillion va jouer dans le film. On ne sait pas s'il aura un grand rôle dans ce film-là. On sait aussi que Hawkgirl est castée. Elle sera interprétée par Isabella Merced, qui jouait dans Dora l'exploratrice, actrice qui monte beaucoup à Hollywood. Et on a Mister Terrific également, qui sera à l'écran et qui est interprété par Eddie Gategui. J'espère que j'ai pas massacré son nom. Donc voilà, trois personnages de l'univers DC qui vont donc rejoindre le film. Et James Gunn en a parlé, il a dit que ce Superman ne serait pas une origin story. Et donc Superman, les aventures de Superman qu'on va suivre vont s'inscrire dans un univers où il y a déjà des super-héros. Et donc Superman va en croiser dans son film. Donc potentiellement il y en aura d'autres, potentiellement ça sera aussi des personnages comme tu disais qui vont juste faire des caméos, donc voilà, notez que c'est le deuxième film de super-héros d'Eddie Gategui après X-Men le commencement. Voilà pour ça. Moi je vais vous parler maintenant de The Walking Dead, mon cher Greg. The Walking Dead qui a eu beaucoup d'annonces lors du Comic Con. On le sait, la série phare s'est terminée avec sa saison 11 en 24 épisodes, 3 parties. Elle a été longue cette dernière saison, beaucoup critiquée j'ai vu, et moi là je suis en train de la regarder en ce moment et je suis assez étonné par certains passages de cette saison 11 qui sont franchement réussis. L'épisode avec Connie qui m'a beaucoup fait penser à des films comme La colline à des yeux. On a la communauté que croisent Daryl, Maggie et Negan avant le Commonwealth, qui donne aussi des choses plutôt cool. Puis le Commonwealth, il y a des choses qui sont pas désagréables. Je l'ai pas terminé. Encore, je suis content d'avoir fait une pause dans The Walking Dead. Aucun regret d'avoir arrêté les vidéos hebdo
parce que je pense que la série nous avait usé sur les dernières saisons, mais là je trouve que la saison 11 est un peu au-dessus. Pas d'infos sur The Walking Dead parce que la série est terminée, mais il y en a sur les spin-offs. Fear the Walking Dead, la dernière partie de la saison 8, qui sera donc la dernière saison, commence cet automne. Donc voilà, Fear the Walking Dead va également tourner la page. Mais on a des infos plus concrètes sur les autres spin-offs qui ont l'air de bien marcher. Le premier, c'est le spin-off sur Maggie et Negan, qui s'appelle Dead City. La première saison, seulement 6 épisodes, c'est terminé. Et il y a une deuxième saison qui a été commandée. Toujours avec Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan, donc c'est à New York, à Manhattan pour être plus précis. J'ai pas encore vu cette Dead City, donc je ne vais pas donner d'avis. Autre info, c'est la série sur Daryl en France, c'est pas le nom, mais Daryl sera en France dans cette série, qui s'appelle Daryl Dixon, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça le nom du spin-off. Donc avec Norman Reedus, avec également l'actrice belge Clémence Poésy, qu'on aime bien dans Cult & Click. On en avait notamment parlé au moment de Harry Potter et de Bon Baiser de Bruges. Et ben figurez-vous que cette série qui commence le 10 septembre pour la saison 1, a déjà une saison 2 de commandée. Ça a été annoncé lors du Comic-Con. Et la dernière info sur The Walking Dead, c'est la fameuse mini-série sur Michonne et Rick. On rappelle, quand Rick a quitté The Walking Dead, dans la foulée, il y avait eu un Talking Dead incroyable où ils avaient annoncé une trilogie de films au cinéma autour de Rick. Ça devait être incroyable, et puis au final, ils ont complètement enterré le truc, il n'y avait pas de hype. Le projet n'avançait pas, ils en ont fait une mini-série de 6 épisodes, avec Rick, mais aussi Michonne, donc avec Andrew Lincoln et Danai Gurira. Cette série a un nom, elle s'appelle The Ones Who Live. Ça arrive en 2024, sauf si c'est reporté à cause de la grève. Ça va être les retrouvailles de Rick et de Michonne, qui peut-être, je l'espère, dans cette série, vont se rappeler qu'ils ont des enfants, qu'ils ont laissés du côté alors je sais pas où ils sont, Alexandria, la colline, le Commonwealth, je ne sais pas quand se termine la saison 11, mais ça serait bien de s'en rappeler. Et cette série, logiquement, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de saison 2 d'annoncer. Mais voilà pour The Walking Dead. À toi mon cher Greg. Et la news suivante, elle vient de à peu près Vénus ou Mars, je sais pas. Pour les fans de jeux vidéo, je vous fais un détour et je reviens sur la news. Pour les fans de jeux vidéo, il y avait, il y a plusieurs années, il y a eu l'annonce au Japon d'une collab entre Square Enix et toute la licence Final Fantasy et tous les différents Final Fantasy et tous les Disney pour faire un jeu qui s'appelait Kingdom Hearts. Tout le monde a trouvé ça incroyablement chelou et Kingdom Hearts est devenu une grosse licence en elle-même avec un gameplay, des gens qui sont fans de ce jeu, etc. Et il y a des personnages de Final Fantasy qui rencontrent des personnages de Aladdin. C'est juste improbable. Eh bien, le Japon et les États-Unis ont encore frappé, puisque là, c'est Warner qui vient de faire un accord avec le Studio 8. Studio 8, c'est entre autres ceux qui ont fait l'Attaque des Titans. Le Studio 8 et eux viennent de s'associer pour faire une nouvelle collab. Alors ils avaient fait Batman Ninja pour ceux à qui ça parle, et qui va s'appeler donc Suicide Squad Isekai. Isekai, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire c'est un sous-genre des animes. C'est les animes où en gros le personnage meurt, renaît, est téléporté, ce que vous voulez, dans un autre monde alternatif. C'est souvent un moyen pour en fait amener un personnage qui a le savoir de notre monde moderne dans une époque médiévale et voir la confrontation des cultures, etc. Ce qui est fou, c'est que c'est le Studio 8, donc il y a un grand studio d'animation. Ce qui est encore plus fou, c'est que c'est l'auteur qui est derrière Re:Zero, qui est un de mes animes préférés de ces dernières années. Ce qui, juste, moi, m'ennuie un peu parce que j'aurais préféré avoir une nouvelle saison de Re:Zero, pas dans 10 ans. Du coup, c'est vraiment une collab qui sort de nulle part. Donc on imagine que l'équipe de Suicide Squad est téléportée dans un autre monde et la promesse c'est qu'ils vont le ravager, donc on va voir de quelle manière. C'est juste fou parce qu'il y a vraiment un des meilleurs noms à l'heure actuelle sur les scénars. C'est quelqu'un qui a joué un peu les script doctors sur d'autres animes qui ont tous été de qualité. Donc c'est vraiment la surprise. Intéressant cet anime Suicide Squad avec WIT Studio, mon cher Greg. Alors moi je vais vous parler de Netflix parce que Netflix là actuellement ça
Ça fait la fête. Pourquoi? Parce que le partage des comptes, bien évidemment, a pris fin en mai et que Netflix communique beaucoup sur ces chiffres et qui sont repris par la presse. Ça parle donc de grands succès, une augmentation du nombre d'abonnés. Il y a des articles qui parlent de stratégie gagnante pour Netflix. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les recettes ont augmenté dans à peu près toutes les régions du monde et qu'il y a eu plus de souscriptions que d'annulations de contrats. Bon, ok. Mais regardons un peu plus au détail, parce que moi je reste quand même sceptique. Alors déjà, il y avait 100 millions de foyers qui étaient concernés par le partage de comptes. Il n'y a pas eu 100 millions de souscriptions. Donc globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui soit continuent de partager leur compte parce que c'est encore possible, soit des personnes qui ont arrêté de partager le compte, n'ont juste pas repris Netflix. Donc ça, c'est un chiffre qu'on n'a pas et que Netflix, bien évidemment, ne communique pas. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a une baisse du revenu par abonné qui a baissé de 3%. Donc là, il y a une baisse de 3% des revenus par abonné. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Moi, par exemple, cas concret, je dois être loin d'être le seul. Fin du partage de compte, que je partage avec ma famille, j'ai changé mon offre. Et donc au lieu d'avoir le 4 écrans, j'ai plus que 2 écrans et j'envisage le 1 écran. Donc forcément, tous les mois, c'est moins de sous pour Netflix. Alors vous allez me dire, oui, mais avec les nouvelles souscriptions, il s'y trouve. C'est en tout cas le cas pour l'instant, puisque Netflix espère une hausse estime qu'elle aura une hausse de son résultat d'exploitation de 2,7% à la fin de l'année. Donc c'est pas non plus complètement dingue, mais Netflix a l'air satisfait. Donc moi je reste quand même perplexe, on a fait plusieurs vidéos dessus. Je reste perplexe notamment au niveau de l'image. Je pense que cette fin du partage de compte et la brutalité avec laquelle ça a été fait, et aussi le fait qu'on soit constamment harcelé de mails et tout, est-ce que c'est bien vous, un nouvel appareil vient de se connecter, nanani naner, est-ce que c'est bien votre foyer et tout, enfin, c'est trop intrusif. Moi je pense que ça a vraiment écorné l'image de Netflix, qui en plus derrière n'a pas eu de séries ou de films qui sont venus créer une grosse hype et un peu redorer le blason. Donc je suis perplexe, mais on verra ça dans les mois qui viennent. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Eh bien, mon cher Pierre, pour moi, le mot de la fin, ce sera zénitude, parce que là, dans cette petite forêt, eh bien, tout est à peu près calme. Et du coup, on va retourner au monde du calme et du silence. Des bisous à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à très vite. Et des bisous. Ciao, ciao.